avec le speech précédent. Il vaudrait mieux que je passe maintenant, mais je n'ai pas écouté le speech précédent, je suis désolé. Donc je vais être incohérent probablement, comme un peu d'habitude. Bon, je suis un chercheur INSERM et je travaille dans une unité INSERM qui s'appelle Laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances en santé. Alors j'insiste là-dessus parce que on dit de moi que je suis un épidémiologiste, mais je suis surtout dans une équipe d'informaticiens en réalité. Mais j'insiste là-dessus parce que dans cette équipe d'informaticiens dans laquelle je travaille depuis très longtemps et pour laquelle j'ai beaucoup bossé pour la créer, d'autres chercheurs m'ont dit qu'il valait mieux pas que je la cite. Donc, comme vous voyez, je ne la cite pas. En fait, j'anime un groupe qui s'appelle Systèmes complexes et épidémiologie depuis une vingtaine d'années. Et j'ai créé l'IRSAN. Vous avez peut-être lu les analyses de l'IRSAN. En fait, l'IRSAN fait des analyses et c'est moi qui les écris. Voilà. Donc, j'ai changé un peu le titre. C'est décrire et évaluer l'épidémie de Covid. Je trouve que c'était mieux comme ça. Parce qu'il m'a imposé beaucoup de choses, mais voilà. Donc, je vais dédier cette présentation aux penseurs de génie qui ont diffusé ce mot d'ordre. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Ce slogan résume assez bien la situation et surtout l'état d'esprit dans lequel on peut aborder tranquillement cette crise. Merci beaucoup, messieurs. Il existe de nombreuses manières de décrire une épidémie. Chaque intervenant de ce colloque, à sa manière, décrit l'épidémie, a décrit un aspect de l'épidémie. Et schématiquement, on peut dire que pour un médecin, une épidémie, ce sont des malades et des morts. Il les soigne et il en fait le constat physique, c'est du concret. Pour un épidémiologiste, une épidémie, ce sont des malades et des morts. Mais c'est une abstraction et c'est même une construction. Une épidémie est importante quand, en peu de temps, le nombre de malades dans une population est élevé. Une épidémie est grave lorsqu'en peu de temps, le nombre de morts, toutes causes, est supérieur à l'attendu. Nous montrerons que, pour un épidémiologiste, l'épidémie de Covid n'est ni importante ni grave. Faisons l'hypothèse que nous avons affaire à des gens sérieux. Nous nous attendons donc à ce que ces gens sérieux utilisent des méthodes sérieuses et reconnues dans le domaine, dans leur domaine. Alors souvenez-vous, des gens sérieux ont décrit l'épidémie comme ça. Ah, ben écoutez, on va peut-être ne pas l'écouter parce que ça n'a aucun intérêt. Non, mais franchement, c'était une blague. 195 000, dont 82 000 en Chine et 413 000 hors de Chine. 120 000 personnes sont guéries, 175 pays sont concernés par cette pandémie. Comme vous le savez, ça va s'arrêter. Est l'épicentre de la pandémie avec plus de 265 000 cas et plus de 14 500 morts. Voilà, je voulais juste vous faire une blague parce que ça nous rappelle de très mauvais souvenirs et on avait vraiment plus envie de l'entendre. Car sur la forme comme sur le fond, ça n'est pas sérieux. Alors c'est dommage parce que c'est quand même le directeur général de la santé et a priori c'est quelqu'un de compétent dans le domaine. Décrire une épidémie avec des nombres absolus, quotidiens, cumulés est une hérésie. Une épidémie de maladie transmissible infectieuse est un phénomène spatio-temporel pour décrire une épidémie de maladie infectieuse transmissible à évolution rapide comme le Covid. Les gens sérieux du domaine utilisent ce que l'on appelle l'incidence ou le taux d'incidence. Alors le calcul de l'incidence est relativement simple.
C'est 4 pages de calcul à peu près comme ça. Mais en réalité, ça se résume à ça. Et en vérité, ça se résume vraiment à ça, à un nombre de nouveaux malades dans une population donnée pour une période donnée. C'est un phénomène spatio-temporel. Or, ce qu'il nous avait présenté là, ce n'était pas du tout ça. C'est un nombre cumulé. On ne sait pas comment ça se présente. Et bien sûr, c'est un nombre cumulé, ça augmente tous les jours. Augmenter tous les jours et présenter tous les jours une information qui augmente en nombre de morts, etc., ça dilate le temps, si vous voulez. Habituellement, on présente les incidences, Santé publique France, une fois par semaine. Ça fait pour une épidémie lambda, c'est-à-dire les épidémies de grippe, celles qu'on voit tout le temps, qui sont banales, ça fait environ 12 à 16 bulletins pendant une épidémie, au maximum. Là, vous multipliez par 7. Ça fait plus de 70 bulletins. Donc ça dilate le temps parce qu'en permanence, on vous rappelle la même chose et ça augmente. Donc c'est autre chose que de l'épidémiologie, ça. Alors vous avez tous vu ce genre de choses. Ce genre de choses, c'est le taux d'incidence depuis 27 ans, recueilli par le réseau Sentinelle. Et c'est effectivement le nombre de nouveaux malades de la grippe en une semaine pour 100 000 habitants. Et ça, il y a 1924 points sur cette courbe. Alors, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, parce que lorsqu'on donne des chiffres en pâture à la population, il faut être capable d'expliquer ce que c'est. Et c'est ce que je vais m'appliquer à faire là maintenant. Lors de la dernière saison épidémique, après, il y a eu le Covid et après, il n'y a plus rien eu. Mais lors de la dernière saison, la grippe était particulièrement faible. Et là, j'indique simplement l'incidence de la semaine maximum au cours d'une période épidémique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pic. Le pic est très important de toute façon. Le pic, c'est le moment où on a l'espoir parce que ça redescend après. Donc en gros, c'est ce qu'on a appelé des courbes en cloche. C'est une gaussienne. Ça monte d'une manière exponentielle, puis ça redescend d'une manière exponentielle, et quand on atteint le pic, on se dit « ouf, c'est bientôt fini ». Là, le pic était à 314 cas pour 100 000 habitants. 100 000 habitants, c'est quand même... on a un peu de mal à se représenter ce que c'est que 100 000 habitants. Aix-en-Provence, là, alors je n'allais pas prendre le cas de Marseille, mais Aix-en-Provence, c'est 150 000 habitants. Avignon, c'est un peu moins de 100 000 habitants. Vous voyez ce que ça représente? Là, en une semaine, il y a eu 314 cas de grippe au maximum pour ces 100 000 habitants. Alors, en 2015, là, il y a eu 802 cas au maximum pour 100 000 habitants. Alors, pourquoi je prends la saison 2014-2015 ? Parce que peut-être certains d'entre vous se souviennent, ça avait fait un scandale à l'époque. Il y avait eu des urgences qui étaient débordées. Et Marisol Touraine avait hurlé et nous avait dit « il y aura 5 millions de morts ». Donc en plein milieu de l'épidémie, on avait vacciné à peu près tout le monde, un peu en retard. Ça avait fait un scandale et à l'époque, j'en ai pris plein la figure parce que moi j'avais annoncé d'abord l'épidémie bien avant qu'elle arrive et j'avais dit non, il n'y aura pas 5 millions de cas, c'est pas possible. Et donc ça m'a coûté très cher, à l'époque déjà. En 1988-89, c'est la plus haute de toutes les épidémies et vous voyez, elle atteint 13 cas pour 100 000 habitants. Voilà, ça suffit pour l'histoire. Et en gros, comment ça marche? Eh bien, ça marche tout à fait bêtement. On a un capteur en France, ce sont les médecins généralistes qui, au cours de leur pratique, observent le nombre de cas d'un certain nombre de pathologies. Donc c'est un échantillon représentatif des médecins et ils transmettent en quasi temps réel les cas qu'ils observent. Tout ça s'est remonté au niveau national et donc il s'agit donc d'une collecte de data
c'est parcellaire et réparti sur tout le territoire, mais il s'agit de diffuser une connaissance, et c'est en cela que c'est une construction, parce que personne ne peut voir ce qui se passe réellement. Ça se construit, mais il faut de bons outils pour cela. Alors, Laurent m'a demandé de faire une description, je m'en tiendrai là, d'écrire, mais notre rôle aussi, dans ce cadre-là, c'est d'alerter si une épidémie va arriver, alerter suffisamment à l'avance, de manière à éventuellement mettre en place des mesures d'endiguement, mais ça se fait toujours en amont. Ce n'est pas en plein milieu de l'épidémie qu'on met en place ces mesures-là. Donc il faut prévoir des modèles de détection précoce de ces épidémies. Et puis, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la prédiction, et pour ça, il faut mettre en place d'autres types de modèles pour essayer de prédire ce qui va se passer. Alors, je pense qu'après moi, il va y avoir quelqu'un qui va parler des modèles mathématiques, et moi, je vais me limiter à décrire. D'accord ? Mais en écho à ce que disait ce matin Pierre Sonigo, qui m'a beaucoup plu parce qu'il dit exactement la même chose que moi. Alors ça, c'est extraordinaire parce que nous sommes des personnes de disciplines totalement différentes, et ça démontre peut-être quelque chose, c'est que ces personnes, bien qu'elles aient été des formations et des cultures différentes, arrivent à peu près au même concept, au même résultat. Et ce qui m'étonne, c'est que nous soyons si peu à arriver à ce niveau-là. Donc ce matin, il a évoqué un truc qui m'a fait presque sursauter. Il a parlé de modèles pro-prédateurs. Et alors je me suis souvenu, et c'est pour ça que j'ai intégré, je suis allé farfouiller quand il en parlait dans mes anciennes diapos. Et voici une trentaine d'années, j'avais proposé une modélisation originale à l'époque, individu centré et connexionniste, pour prédire la dynamique des épidémies. C'est un modèle de réaction-diffusion de type proie-prédateur, justement. Alors, l'individu est considéré comme un espace élémentaire, siège d'une interaction entre charge pathogène et réponse immunitaire. Donc, ça m'a fait un peu marrer parce que, voilà. Les contacts entre les individus permettent la transmission d'agents pathogènes et l'émergence d'épidémies au sein de populations. Alors, j'en souris presque parce que, finalement, c'est une leçon pour tous ceux qui ont entendu qu'il y aurait peut-être 500 000 morts au début de l'épidémie, ce qui a sidéré tout le monde, y compris les gouvernants. Et j'en souris parce que c'est pas sérieux, franchement. Faire un truc pareil, personne ne peut accorder à un modèle qui est simplement une explication d'un phénomène, qu'un modèle comme ceci puisse être utilisé pour faire de la prévention. Donc voilà le petit modèle, je vais aller très très vite parce que d'abord c'est une très vieille présentation. Donc on a des virus et des anticorps. Il y a deux équations différentielles relativement simples. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis pour la diffusion, eh bien, on ajoute donc ces deux n équations différentielles, donc deux n systèmes comme celui-ci, auquel on ajoute une composante de diffusion. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer, je n'avais pas du tout l'intention de vous montrer ça, mais ça m'a amusé. Et donc voilà ce que ça donne, la diffusion d'une épidémie sur un espace généralisé. Et je m'étais même amusé à faire ça au niveau de la France. Et vous voyez que l'épidémie en question, c'est 93, donc c'est un truc assez vieux. Je l'avais présenté en 96, donc voilà. Ça, c'était une diffusion simulée avec ce type de modèle. Mais enfin, jamais il me serait venu à l'idée de mettre en place un confinement généralisé de la population avec ça. Donc revenons sur la chronologie des événements du premier semestre 2020. Le 22 janvier, nous avons les premières informations venant de Chine. Le 8 février, le pic est déjà atteint en Chine. Et le 22 février, les premiers cas arrivent en Italie.
pendant ce temps-là, les réseaux détectent déjà des choses. Et notamment un autre réseau, je vous ai parlé du réseau Sentinelle, mais là c'est un autre réseau de médecins, c'est SOS Médecins, avec lesquels j'avais beaucoup travaillé, puisque nous avions mis ensemble un réseau de surveillance à partir de leurs données. Mais ça, personne n'en a parlé. Et pourtant, c'est important, puisqu'il s'agit de gens malades, là, en l'occurrence. Le 7 mars, les premiers cas officiels arrivent en France. Et moi, je publie, l'IRSAN plutôt, publie une analyse de la situation en disant comment va se passer tout ça. Et surtout, ne pas s'énerver, quoi. Garder un peu son sang-froid. Le 11 mars, c'est le discours du président de la République où il annonce le premier confinement. Et là, moi, ça m'a sidéré parce que ça, c'était pour moi un truc et ça a sidéré tout le monde, même lui-même, j'imagine. Donc, les premières données du réseau Sentinelle arrivent une semaine plus tard, je crois. Et au final, la semaine du 23-26 mars 2020, en nombre de cas de malades, on atteint le pic dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il se trouve que ce pic, je l'avais prévu et j'avais donné dans mon analyse exactement la date où ça arriverait. Et ça, je ne savais pas qu'il y aurait eu un confinement. J'en conclus que le confinement n'a peut-être pas servi à grand-chose. Mais c'est une conclusion probablement très hâtive. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont les deux courbes. La courbe en rouge et vert, c'est le réseau Sentinelle. La courbe bleue, c'est le réseau SOS Médecins, c'est-à-dire les médecins en première, ce qu'on a appelé les médecins de premier secours, je crois, ou je ne sais plus quoi. Enfin, ce nom-là. L'idée est là. Voilà, on continue. Alors, ça, c'est un autre aspect du non-sérieux des gens qui nous ont un peu martyrisés. Un cas n'est pas un malade. Et j'avais intitulé cette slide « Manipulation sémantique » ou « Manipulation tout court ». À partir de l'été 2020, la mise en place on est face à une mise en place, une innovation majeure. C'est ce que j'ai appelé la testomania. C'est que pour la première fois, on s'est servi de tests on a généralisé les tests, non pas pour confirmer un diagnostic, mais pour tester la population générale. Tout le monde pouvait aller se faire tester gentiment. Un truc complètement, je ne sais pas, ça me semblait un peu vraiment étrange du coup. Mais depuis, 230 millions de tests ont été réalisés. Nous sommes 67 millions, enfants compris. Donc ça fait au minimum 3 tests par personne. Pourquoi ? Eh bien, je reprends encore une petite phrase de M. Sanigo de tout à l'heure. On trouve ce que l'on cherche. Et voilà ce que l'on cherche. Voilà ce que l'on a vu. Alors, au tout début, il n'y avait pas de test. Donc, on avait 120 cas confirmés pour 100 000 habitants, ce qui était raisonnable. Mais après, là on est en octobre, au pic, c'est jusqu'à 103 cas par semaine pour 100 000 habitants. Pardon ? 503, oui, excusez-moi, après je ne sais plus lire. Mais en fait, ça s'explique tout seul, on voit tout de suite le truc. Donc ça va en diminuant, et puis là on arrive à la 5e vague, quand j'ai commencé à intervenir sur les radios parce que la petite histoire des vagues commençait à m'agacer sérieusement. Donc j'ai dit, bon, vous allez nous le faire combien de fois ce truc-là ? Et du coup, je regarde le nombre de cas. C'est là qu'on est passé donc de la testomania au délire. Et je vais vous montrer, c'est visible immédiatement. Le délire, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est passé à 3776 cas pour 100 000 habitants. Ce que l'on voyait en deuxième période, deuxième dite vague, ou deuxième épisode épidémique, c'était 503
cas, vous voyez, ça s'écrase, tout s'écrase complètement. Alors maintenant, si on regarde les vrais malades, eh bien les vrais malades, je reviens à quelque chose d'un peu visible, hein, c'est-à-dire que j'élimine la 5e vague, qui est complètement ahurissante, et revenons à quelque chose où c'est encore visible. 503 cas pour 100 000 habitants, et combien y a-t-il de malades ? 83 malades pour 100 000 habitants. Voilà ce que ça donne quand il y a le délire de la 5e vague. Là, il y a 3776 cas, et combien de malades ? 126 cas. 126 malades. Alors ça veut dire que au début, c'était 6 fois plus, mais là, c'est 30 fois plus de cas que de malades. Donc, les cas positifs à un test ne sont pas des malades. Au maximum, lors de la 2e vague, il y a eu 83 malades pour 100 000 habitants en une semaine. Donc c'est à peu près 6 fois supérieur en nombre de cas que de malades. Pour la 2e vague, c'est 30 fois supérieur. Donc si une autorité veut vraiment convaincre que cette épidémie est dangereuse, il est tout de même nettement plus avantageux de parler de cas que de malades, d'autant que pour la plupart des gens, un cas est un malade. Donc voilà. Retour sur la petite histoire d'une petite épidémie. Alors, cette courbe, je vous l'ai montrée, c'est la première vraie, selon moi, la première vraie épidémie où il y a eu des malades et des morts. Mais il y en a eu 140 pour Sentinelle, et pour le réseau SOS Médecins, il y en a eu 138. Donc c'est très cohérent. On est content. Et puis pendant tout le reste du temps, on est toujours content, puisque vous voyez, première vague, 2e vague, 3e vague, 4e vague. Je prends le mot vague, hein, je l'ai détesté ce mot-là, mais je le prends parce que tout le monde le comprend maintenant. Mais vous voyez que les vagues sont de plus en plus petites, sauf celle-ci. Mais alors ce qui est très étonnant, c'est que là, on a 126 malades du côté Sentinelle, alors que pour SOS Médecins, on n'a que 77 malades. C'était très cohérent jusqu'à présent, puis là, au dernier moment, c'est beaucoup moins cohérent. Alors, je ne sais pas si c'est un effet de ma notoriété incroyable, mais il est vrai qu'au moment où je commençais à trouver que le nombre de cas positifs était vraiment très important par rapport à ce qui se passait, je disais, mais regardez, il n'y a pas beaucoup de malades. Il n'y en a que 32. Ah ben subitement, alors c'est fou, mais il y a eu beaucoup plus de malades du côté Sentinelle. Il se trouve que Sentinelle est une émanation, quelque part, et contrôlée par Santé publique France. On reparlera de Santé publique France plus tard. Donc, comparaison n'est pas raison. Ah bon ? Alors, je reprends la chose, mais sur une autre échelle. On va regarder d'une manière saisonnière, sur une année. Et je centre au milieu, c'est-à-dire au moment où il se passe des choses, c'est-à-dire en période hivernale, de façon à bien voir les phénomènes. Donc l'épidémie de Covid, elle est là. Elle est donc dans la période mars-mai. Il y a eu encore une fois 140 malades, ok. Vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était beaucoup plus pour l'épidémie de grippe. 138 pour SOS Médecins, 36,5 malades hospitalisés, 6,7 malades en soins critiques et 5,2 décès pour 100 000 habitants en une semaine. C'était ça l'épidémie, la première grosse épidémie. Les autres ont été beaucoup plus faibles. Je passe rapidement. Voilà, donc 37 malades, 32 malades pour août. Août, au passage, moi je soupçonne que cette épidémie est une fausse épidémie en plein été. De mon point de vue, elle correspond à un discours de Macron. Donc c'est Macron qui génère les épidémies, puisque tout de suite après, il y a eu une vague de vaccination. Là, c'est la fameuse 5e vague, mais on a vu qu'elle était un peu bidouillée, celle-ci. Ici, vous voyez la dernière épidémie de grippe.
324 malades pour 100 000 habitants. Voilà l'épidémie de Covid, la première. C'est pris exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que c'est le même réseau. Alors, il y a eu un effet quand même, on va rappeler ça, le fait que les médecins n'aient pas eu tout à fait le droit de travailler normalement a eu probablement un effet sur le recueil. Néanmoins, ce sont des incidences. Les incidences, le fait qu'il y ait moins de médecins augmente l'intervalle de confiance, mais pour autant, l'incidence est bonne. Ça, c'est la grippe précédente. La grippe précédente, vous voyez, ça monte haut, mais c'est très large aussi. Il y a beaucoup de monde, l'air sous la courbe. Donc je passe, et là je vous montre la fameuse épidémie de 2014-2015, qui est effectivement la plus importante en termes de pic, si vous voulez, mais pas la plus importante en termes de malades. C'est-à-dire que l'air sous la courbe est équivalent à un peu plus que d'habitude, mais à peine un peu plus. Et ça, c'est la fameuse épidémie de janvier 2022. Voilà, c'est 126. Vous voyez que c'est très raisonnable par rapport à ce qu'on appelle habituellement des épidémies banales. Donc la fameuse 2014-2015, ça a été 2,8 millions de malades. Et l'épidémie de Covid, premier épisode, c'est 0,2 millions de malades. Donc toutes ces informations ont été mises en ligne en permanence sur le site de l'IRSAN et elles sont toujours en ligne. C'est un site qui s'enrichit automatiquement. Donc Santé publique France est une agence pour la mise en place de la politique de santé en France. Cette agence biaise et dramatique systématiquement les informations en période de crise. Alors nous l'avons vu aujourd'hui pour le Covid, mais c'était déjà le cas avant pour la grippe. Ils m'ont fait le même coup systématiquement. Je ne rentre pas dans les détails, mais je l'avais déjà présenté ailleurs. Donc le choix des autorités de santé dans la gestion de l'épidémie de Covid et la mise en place de mesures disproportionnées à tout point de vue. Ainsi, elles sacrifient sans distinction l'immense majorité de la population au lieu de protéger les individus vulnérables. Par rapport aux épidémies saisonnières, l'épidémie de Covid s'apparente à une épidémie mineure. Elle aurait pu même passer inaperçue si l'ensemble du dispositif de santé, médecins généralistes et hôpitaux, avait été normalement utilisé. La crise Covid n'a pas été générée par l'épidémie elle-même, mais par sa gestion calamiteuse. Merci de votre attention. J'éteins. Questions dans la salle. Oui. Concernant la courbe, vous avez mis la courbe des malades et non pas la courbe des décès. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu de justement comparer les décès plutôt que les malades, puisque suivant les exposés précédents, on voyait que lorsqu'une épidémie est connue et se renouvelle comme la grippe, elle est moins, agressive en termes de mortalité qu'une épidémie nouvelle. Voilà pourquoi peut-être la comparaison du nombre de morts, à mon avis, mais je peux me tromper, aurait été préférable par rapport au nombre de malades. Mais, alors on a fait, avec Laurent, il l'a rappelé tout à l'heure, on a essayé d'évaluer cette mortalité. Il y a eu des morts. On a fait une étude. Dans la mesure où il y a une difficulté, un biais lié à la qualification du mort. Non seulement les gens qui sont morts étaient plus âgés, mais les gens qui sont morts avaient d'autres morbidités. Donc nous avons fait le choix de regarder les morts toutes causes. Et ce choix, ça s'appelle le calcul de surmortalité au passage d'un événement. Nous avons fait les calculs, nous avons été extrêmement rigoureux sur ces calculs et nous avons estimé qu'en France, il y avait eu une très faible surmortalité au passage de deux épidémies, celle du printemps puis celle de l'automne, très faible mortalité
pour la population dans son entier, très faible mortalité pour les plus de 65 ans et pas de mortalité, voire une sous-mortalité pour les moins de 65 ans. Je suis d'accord avec vous, mais peut-être que l'absence thérapeutique, comme disent les Américains, the therapeutic nihilism, est peut-être la principale cause de ces mortalités. Donc ça on est d'accord. Ok. Merci beaucoup Laurent, les images graphiques sont assez parlantes. Cela dit, l'outil de mesure que tu utilises finalement, c'est ce réseau Sentinelle et ce maillage des médecins généralistes dans la prise en charge précoce de l'épidémie. Or, c'est précisément ce qui a été mis en lambeaux dans la prise en charge sanitaire de cette épidémie. Est-ce que finalement ces données sont recevables? Est-ce qu'on peut vraiment utiliser cet outil de mesure, ou est-ce que de toute manière il est cassé et il fallait d'autres outils de mesure pour aller décrire cette épidémie? Non. Alors, merci de cette question, parce que j'ai lu un article très récemment qui m'a été envoyé, et justement, je me suis posé la question. En réalité, il s'agit d'une estimation, c'est-à-dire que c'est du sondage. Dans un sondage, tu peux avoir plus ou moins une représentation plus ou moins grande. Même si l'activité a été réduite, elle n'a pas été éliminée purement et simplement. Et j'ai fait exprès de vous montrer que le réseau de médecins en première ligne, c'est-à-dire lorsqu'il y a un problème aigu, c'est-à-dire SOS médecins, lui avait déjà commencé à bosser, et j'ai regardé leur activité, elle a baissé pendant la crise, pendant la première épidémie, elle a baissé. Pour autant, la significativité de leurs chiffres reste parfaitement correcte. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, du coup, je vais enchaîner avec une question sur le modèle propre-prédateur, puisque tu l'as présenté. En fait, ce qui est assez drôle sur ce modèle-là, c'est que mathématiquement, on sait montrer qu'il est périodique. Contrairement au modèle ICR, qui est un modèle monotone, c'est-à-dire qu'une fois que tu as passé l'épidémie en fait, en modèle ICR, tu arrives à un minimum, alors que le modèle propre-prédateur est périodique. Et quand tu lis bien l'article dont je vais parler demain de Carmack et McHenry en 27 sur le modèle ICR, en fait, ils cherchent un modèle propre-prédateur parce qu'ils étudient la peste à Bombay, d'accord, et que la peste, en fait, c'est d'abord les puces et les rats en fait associés. Oui, il y a un vecteur supplémentaire. Il y a un vecteur supplémentaire. Et en fait, on peut se dire très naturellement que si effectivement les puces infectent les rats et les tuent tous, elles vont eux-mêmes diminuer parce qu'elles n'ont plus rien à manger. Et du coup, si les rats augmentent, les puces aussi vont avoir plus à manger. Donc on est clairement dans un modèle propre-prédateur. Et il y a une caractérisation qui est que les courbes de peste à Bombay donc, sont périodiques et elles sont symétriques. En fait. Donc c'est deux caractéristiques mathématiques qui font qu'on pense beaucoup plus à un modèle propre-prédateur eu égard à la manière avec laquelle ça se transmet qu'un modèle de type SIR qui a été inventé. Alors ma question, puisque tu as utilisé le modèle propre-prédateur, c'est dans quelle mesure ce modèle avait déjà été utilisé avant toi en épidémiologie? Parce que ce n'est pas forcément un mode naturel, effectivement, de transmission des maladies, mais quelque chose qui passe par un vecteur extérieur. Et dans quelle mesure ça dit des choses, par exemple, sur la manière de se transmettre le virus? Alors, ce modèle a très peu été utilisé. En effet, il a une caractéristique, tu viens de le rappeler, il s'auto-organise dans le temps et dans l'espace. Et donc cette auto-organisation est intéressante lorsque on veut montrer des récurrences. Et c'est pour ça que je l'avais utilisé. À l'époque, ce qui m'intéressait, c'était de savoir est-ce qu'un système peut avoir sa dynamique propre, comme celui-ci, et être calé sur d'autres dynamiques, par exemple le fait que les saisons changent, etc. Cette synchronisation m'intéressait. C'est pour ça que j'ai essayé de travailler sur cette question. Mais encore une fois, la question de la modélisation m'a amusé un instant, si tu veux. Je ne voudrais pas faire le malin, mais pour moi, ce sont des modèles explicatifs qui permettent de comprendre les phénomènes,
mais ce ne sont pas des modèles opérationnels. Et c'est ça le problème. On essaye de comprendre comment ça se passe. C'est bien pour donner aux étudiants, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils voient. Là, tout à l'heure, Pierre nous faisait une très belle démonstration. Il n'avait même pas besoin de modèle pour nous parler. D'ailleurs, il a parlé sans papier, sans rien du tout. On comprenait. Et ça sert un peu à ça, essayer de comprendre la physique, presque, ce sont des modèles mécanistiques, on peut essayer de comprendre grâce à ça. Maintenant, faire de la santé publique avec ça, c'est un peu bizarre, quoi. C'est ça qui m'a chatouillé, quoi, personnellement. Merci. Allez, il faut qu'on s'arrête. On s'arrête parce que sinon on est trop en retard. Mais je vous invite à aller questionner l'intervenant dans le couloir. Oui. Et vraiment qu'on s'arrête, sinon on va terminer à 8h du soir.